Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. La cryo-EM, couplée à l'analyse d'images, dite de particules isolées, permet de déterminer la structure 3D de macromolécules biologiques à une résolution quasi atomique. Nous avons vu dans une première vidéo ce qu'était un microscope électronique en transmission et la nature des images prises avec ce microscope. L'objectif de cette deuxième vidéo est de vous montrer pourquoi on utilise la cryomicroscopie électronique pour des objets biologiques et comment reconstruire une structure 3D à partir d'images 2D grâce à la méthode dite des particules isolées ou Single Particle Analysis. Nous allons tout d'abord réfléchir à ce qui se passe quand on place un échantillon biologique dans un microscope électronique. Il est essentiel d'avoir un vide très poussé à l'intérieur de la colonne du microscope électronique afin que les électrons interagissent seulement avec les atomes qui composent l'échantillon d'intérêt. Or, nous travaillons avec des échantillons biologiques qui sont composés essentiellement d'eau. Le vide très poussé de la colonne va entraîner l'évaporation de l'eau hors de l'échantillon vers l'intérieur de la colonne. En conséquence, la structure qui nous intéresse va se déformer et on aura de l'eau dans la colonne, ce qui va endommager l'appareil. Il est donc indispensable de pouvoir fixer l'eau à l'intérieur de l'échantillon. Pour cela, on peut faire une fixation chimique, souvent couplée à une déshydratation. C'est généralement ce qu'on fait lorsqu'on veut faire des coupes de tissus ou de cellules, par exemple. L'autre option est de fixer physiquement l'eau en la congelant, c'est-à-dire en transformant l'eau liquide en glace amorphe qui est transparente aux électrons. Cette approche, c'est précisément la cryomicroscopie électronique. Elle est particulièrement bien indiquée pour des macromolécules biologiques purifiées ou surexprimées. Un autre problème qui se pose lorsqu'on observe des échantillons biologiques en microscopie électronique est qu'en les bombardant d'électrons, on les irradie, c'est-à-dire qu'on les cuit assez rapidement. Vous voyez ici une série d'images d'une même cellule sur lesquelles on a indiqué la dose d'électrons reçus en nombre d'électrons par unité de surface, c'est-à-dire par angstrom carré. De gauche à droite, la dose reçue va de 6 à 283 électrons par angstrom carré. Si on regarde la zone indiquée par la flèche blanche, on voit qu'avec l'augmentation de la dose, l'échantillon se met littéralement à bouillir. Il faut donc protéger l'échantillon biologique des radiations. Pour cela, on travaille en mode dit low dose, c'est-à-dire en utilisant de faibles doses d'électrons, typiquement de 30 à 50 électrons par angstrom carré. C'est suffisant pour obtenir une image contrastée tout en préservant l'échantillon. Là encore, l'utilisation de la cryo-EM a l'avantage de réduire les dommages dus aux radiations grâce au refroidissement important de l'échantillon. En résumé, la cryo-EM a deux avantages. Elle protège l'échantillon contre la déshydratation induite par le vide poussé de la colonne. Elle protège également l'échantillon contre les dommages liés à leur irradiation par les électrons. La cryo-EM préserve donc l'intégrité structurale des objets biologiques et permet leur conservation dans un état quasi natif. Comment procéder pour la congélation des échantillons ? Dans des conditions de congélation relativement classiques, les molécules d'eau ont le temps de s'organiser sous une forme cristalline, qui est opaque aux électrons. Dans ce cas, on ne distingue pas les objets d'intérêt qui sont dans la glace. En revanche, si le processus de congélation est suffisamment froid et suffisamment rapide, les molécules d'eau sont alors figées dans une organisation aléatoire. On parle de glace vitreuse ou amorphe. Cette glace vitreuse est transparente aux électrons. Les objets d'intérêt pourront donc être distingués de la glace qui les entoure. C'est Jacques Dubochet qui a découvert comment faire pour congeler l'eau liquide en glace amorphe au début des années 80. Pour cela, comme montré sur les images, on plonge très rapidement les échantillons d'intérêt en couche mince dans de l'éthane liquide, refroidi à une température autour de -185 degrés Celsius. Ensuite, il faudra constamment maintenir l'échantillon à très basse température, même dans le microscope, pour éviter que la glace vitreuse ne se transforme de manière irréversible en glace cristalline. J'insiste ici sur le fait que ce qu'on appelle cryo-EM ou cryomètre désigne en principe seulement
la technique de préparation et d'observation des échantillons. Ensuite, ce sont les méthodes d'analyse des images prises en cryo-EM qui permettront de passer des projections 2D à la structure 3D, à une résolution quasi-atomique si tout va bien. Voyons cela de plus près. Il existe plusieurs méthodes qui permettent d'obtenir des structures 3D à partir d'images de cryo-EM. La tomographie, la microdiffraction aux électrons. Ici, je vous présente seulement les grands principes de l'analyse d'images dite de particules isolées, Single Particle Analysis. Vous voyez ici une grille de microscopie grossie 250 fois, puis un détail d'un carreau de la grille qui montre que celle-ci est percée de très petits trous. Enfin, un détail d'un petit trou grossi 50 000 fois. On voit sur cette image de droite un champ de particules purifiées et congelées et qui ont des orientations complètement aléatoires dans la glace amorphe. On va tout d'abord enregistrer plusieurs milliers d'images de champs de particules pour obtenir des centaines de milliers de vues différentes de la particule d'intérêt. Une fois effectuée la collecte des données de cryo-EM, on va pouvoir faire l'analyse de particules isolées. Voici en quelques mots comment ça marche. Comme nous l'avons vu plus tôt, les images sont des projections 2D d'objets 3D orientés de façon aléatoire. Dans un champ de particules comme celui illustré sur cette image, on va tout d'abord sélectionner chacune des particules de manière semi-automatique pour les extraire dans des plus petites vignettes ou boîtes, comme celle contourée en gris, de façon à avoir une seule particule par boîte. Ensuite, le principe est de centrer, aligner dans le plan et déterminer l'orientation relative de chacune des particules extraites. On va pouvoir le faire grâce à des modèles 3D si on en dispose, ou en utilisant des méthodes statistiques qui permettent de proposer des modèles qui s'ajustent au mieux avec l'ensemble des particules. Une fois qu'on a déterminé l'orientation relative de chacune des particules, la reconstruction s'apparente à un puzzle 3D. On replace les particules les unes par rapport aux autres, ce qui va permettre d'obtenir la reconstruction 3D, c'est-à-dire la structure 3D, de notre objet d'intérêt. On procède de manière itérative, c'est-à-dire qu'en début d'analyse, on a une détermination grossière des orientations, ce qui va conduire à une reconstruction 3D à basse résolution. On va essayer d'améliorer la précision de l'orientation relative des particules, ce qui va améliorer la résolution de la nouvelle reconstruction 3D, ce qui permet d'améliorer la précision de l'orientation des images 2D, etc., etc. Pour éviter la surinterprétation des données, et en particulier les biais dus à des comparaisons itératives par rapport à un modèle, qui peuvent conduire à une surestimation de la résolution de la reconstruction 3D finale, plusieurs méthodes ont été développées dans les programmes d'analyse d'images actuels. Vous verrez cela lors de l'école d'Oléron. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos d'introduction vous ont été utiles pour comprendre les grands principes de la cryo-EM et de l'analyse d'images de particules isolées. Merci, à bientôt!